Un seul mot, un simple nom, peut parfois résonner avec la force d'un coup de tonnerre, ébranlant les fondations mêmes du pouvoir et des privilèges les plus établis. Pour Chloé Bernard, une jeune serveuse de 24 ans croulant sous le poids des dettes étudiantes et des responsabilités familiales. Ce mot allait lui coûter tout ce qu'elle possédait, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait en cet instant précis de sa vie. Dans la salle à manger opulente du Compas-d'Or, un repère de richesse et d'influence situé au cœur de Lyon, elle restait ferme face à des hommes qui croyaient que leur argent pouvait tout acheter, y compris sa dignité et sa complicité. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans le coin le plus sombre et le plus discret du restaurant, une silhouette solitaire l'observait avec une attention chirurgicale. Cet homme, dont le nom n'était murmuré qu'avec révérence dans les conseils d'administration du monde entier, le propriétaire silencieux de tout cet empire, était sur le point de mener l'entretien d'embauche le plus important et le plus inhabituel de sa longue carrière. Le Compas-d'Or était un univers en soi, une bulle de luxe feutrée, nichée dans le quartier historique de la Presqu'île. Son ambiance était une symphonie soigneusement orchestrée d'or mat, de boiseries en acajou riches et de la lueur douce et crémeuse des éclairages encastrés qui flattaient les teints les plus fatigués. L'air lui-même semblait différent ici, épais de l'odeur des noix de Saint-Jacques poêlées, des vieux Bordeaux et du parfum subtil et propre de l'argent ancien. Pour les clients, c'était une évasion hors du temps. Pour Chloé Bernard, c'était une cage dorée. L'endroit où ses rêves de devenir une artiste peintre étaient tenus en otage par la réalité brutale du loyer, des frais de scolarité de son jeune frère Théo et du fantôme omniprésent du passé tragique de sa famille. Chloé se déplaçait à travers le dédale des tables avec une grâce pratiquée, son sourire étant un masque méticuleusement entretenu d'efficacité plaisante. Son tablier, empesé et blanc, était un uniforme de servitude, un contraste frappant avec les croquis au fusain qui remplissaient les carnets empilés dans son minuscule studio du quartier de la Croix-Rousse. Chaque assiette qu'elle portait, chaque verre de vin qu'elle versait, était un coup de pinceau de plus sur une toile qu'elle n'avait jamais voulu peindre. Le portrait d'une vie mise entre parenthèses par nécessité. Ce vendredi soir, le restaurant bourdonnait de son énergie habituelle, un mélange de succès professionnel et de détente luxueuse. Le murmure bas des conversations était un bourdonnement régulier, ponctué par le tintement délicat de l'argent sur la porcelaine fine de Limoges. Chloé était dans son élément, anticipant les besoins, remplissant les verres d'eau avant même qu'ils ne soient vides, et décrivant le magret de canard rôti au miel, avec une éloquence qui lui faisait presque croire en la magie de la gastronomie. Elle était excellente dans son travail, car elle n'avait pas d'autre choix que de l'être. Son frère Théo venait d'entrer en première année à l'école centrale, et sa scolarité était un dragon qu'elle devait terrasser chaque semestre à coups d'heures supplémentaires et de pourboires économisés. La cloche au-dessus des lourdes portes en chêne tinta, et une vague de froid et d'énergie bruyante s'engouffra dans le restaurant, brisant l'harmonie sonore de la salle. 3 hommes, impeccablement vêtus de costumes sur mesure qui criaient la réussite matérielle et l'arrogance de la nouvelle fortune, entrèrent comme s'ils possédaient non seulement le lieu, mais aussi les murs. Celui qui menait le groupe, un homme à la mâchoire acérée et aux cheveux gominés vers l'arrière, était Pierre-Antoine Valois. Son père était un magnate de l'immobilier qui tenait la moitié du conseil municipal dans sa poche. Pierre-Antoine portait le nom de son père comme une arme de destruction sociale. Et ses 2 compagnons, Gédéon et Benoît, gravitaient autour de lui comme des satellites serviles. « Une table pour 3, annonça Pierre-Antoine à l'hôtesse, sans demander mais en exigeant. « Et faites vite, nous avons une fusion à célébrer. » Ils étaient bruyants, leurs rires étaient tranchants et abrasifs, coupant à travers le murmure sophistiqué de la salle à manger comme une lame émoussée. Plusieurs clients levèrent les yeux de leur repas.
leurs expressions étant un mélange d'agacement contenu et de curiosité mal placée. Chloé sentit un nœud familier se serrer dans son estomac. Cette intuition désagréable qu'elle ressentait chaque fois qu'un groupe de ce genre franchissait le seuil. Un cocktail volatile de sentiments de supériorité et d'alcool en attente d'une étincelle. Comme le destin le voulait, ils furent installés dans sa section, à la table 12, un box de premier choix près de la fenêtre, offrant une vue sur les lumières de la ville. « Bonsoir, messieurs », dit Chloé, sa voix étant parfaitement égale et professionnelle, alors qu'elle plaçait les menus devant eux avec une précision millimétrée. « Je m'appelle Chloé et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je commencer par vous servir quelque chose à boire ? » « 3 verres de votre meilleur single malt, » déclara Pierre-Antoine, la regardant à peine. « Le Macallan 25 ans d'âge. Et ne soyez pas radine sur la dose. On ne fait pas un contrat à plusieurs millions tous les jours. » Un seul verre de ce scotch particulier coûtait plus cher que ce que Chloé gagnait en une semaine complète de travail acharné. « Bien sûr, monsieur, » répondit-elle, son sourire ne faiblissant pas malgré la tension qui commençait à irradier de cette table. En marchant vers le bar, elle ne put s'empêcher de revoir l'image de son père, un souvenir usé et délavé par le temps, mais encore assez tranchant pour la faire saigner intérieurement. Les gyrophares rouges et bleus peignant la rue pluvieuse, l'épave broyée de leur berline familiale, et le policier aux yeux creux, expliquant que l'autre conducteur célébrait une promotion de manière trop arrosée. Il avait bu un verre de trop, avait dit l'officier. Un verre de trop. Cette phrase avait hanté sa famille pendant une décennie, un euphémisme cruel pour la négligence criminelle qui avait brisé leur monde et laissé sa mère brisée et son frère sans repère paternel. C'était la raison pour laquelle elle était ici, servant de l'alcool hors de prix à des hommes qui lui rappelaient tellement celui qui avait tout pris. Elle revint avec les boissons sur un plateau d'argent, les plaçant avec une précaution infinie sur la table. Les hommes étaient déjà plongés dans une conversation bruyante sur une acquisition récente, leur voix montant en volume à chaque fanfaronnade. « Au contrat Valois-Sterling », hurla Pierre-Antoine en levant son verre avec une vigueur excessive. « Puisse-t-il nous rendre tous plus riches que nous ne saurions le dépenser ?» Leurs verres s'entrechoquèrent avec un craquement percutant, menaçant de briser le cristal fragile. Ils engloutirent le liquide ambré comme s'il s'agissait d'eau fraîche, les gorgées disparaissant en quelques secondes. « Une autre tournée, ma belle !» cria Benoît en claquant des doigts de manière méprisante. Le sourire de Chloé se crispa imperceptiblement sur les bords. « Certainement, monsieur. » Ce schéma se répéta 2 fois de plus avant même que leurs entrées n'arrivent sur la table. À chaque tournée, leur volume augmentait, leurs inhibitions se dissolvaient et leur comportement devenait plus grossier, plus envahissant pour les autres convives qui commençaient à manifester leur mécontentement. Gédéon tendit la main et tapota de manière déplacée le bras de Chloé, alors qu'elle déposait un plateau d'huîtres, laissant ses doigts s'attarder un moment de trop sur sa peau. « Vous savez, vous êtes bien trop jolie pour n'être qu'une simple serveuse ici, » bafouilla-t-il, les yeux vitreux par l'ivresse naissante. Chloé retira son bras d'un mouvement fluide et calculé, son expression restant totalement illisible malgré la colère qui bouillait en elle. « Merci, monsieur. J'espère que vous apprécierez les huîtres. » Elle se retira vers la station de service, son cœur battant un peu plus vite contre sa poitrine. Elle vit son directeur, M. Lefebvre, l'observer depuis l'autre bout de la pièce. C'était un homme perpétuellement voûté par l'anxiété, dont le but principal dans la vie était de complaire aux clients fortunés et d'éviter toute forme de confrontation qui pourrait nuire à sa prime de fin d'année. Il lui adressa un sourire faible et encourageant qui n'atteignit jamais ses yeux. Un plaidoyer silencieux pour qu'elle continue à les satisfaire coûte que coûte,
peu importe le prix de sa dignité. Pendant ce temps, dans un box isolé et faiblement éclairé dans le coin le plus reculé de la salle, un homme d'un certain âge était assis seul. Il était vêtu d'une veste en tweed simple et bien coupée et lisait un roman de poche avec une concentration paisible, ressemblant à s'y méprendre à un professeur à la retraite, s'offrant un dîner tranquille. Il sirotait une eau gazeuse, son regard se levant occasionnellement de la page pour observer la pièce avec des yeux vifs et d'une intelligence redoutable. Personne ne lui prêtait attention, il n'était qu'un client parmi d'autres, discret et effacé. Mais Sterling Beaumont n'était pas n'importe quel client. Il était le propriétaire unique du groupe Beaumont Hospitalité, l'empire mondial de plusieurs milliards d'euros qui possédait le Compas d'Or et une centaine d'autres établissements de luxe à travers la planète. Et de son coin tranquille, il voyait tout. Il voyait l'aisance pratiquée avec laquelle la jeune serveuse naviguait entre ses tables malgré la pression. Il voyait l'éclat forcé dans son sourire et la lueur d'acier pur dans ses yeux lorsqu'elle était provoquée. Et il voyait surtout la tempête se lever à la table 12, un tourbillon d'arrogance et d'alcool qui était sur le point de tout balayer. Il tourna une page de son livre, mais il ne lisait plus depuis longtemps. Il attendait le dénouement inévitable de cette pièce de théâtre humaine. Les plats principaux arrivèrent. Mais la nourriture semblait n'avoir que peu d'intérêt pour les hommes de la table 12. Leurs assiettes de filets de bœuf Rossini et de homard thermidor furent poussées d'un côté à l'autre, servant davantage d'accessoires pour leur performance de bravoure masculine que de subsistance réelle. Leur attention restait fixée sur le contenu décroissant de la bouteille de Macallan, au bar qu'ils vidaient à une vitesse alarmante. Leur élocution était devenue épaisse, leurs mouvements maladroits et saccadés. Pierre-Antoine faillit renverser son verre d'eau en faisant un grand geste de la main pour souligner un point sur la domination du marché immobilier. Chloé maintenait une distance professionnelle vigilante, presque clinique. Elle débarrassa leurs assiettes d'entrée, remplit leur eau et vérifia leur confort avec la question impersonnelle et polie d'usage. « Tout est-il à votre entière satisfaction, messieurs ?» Chaque voyage vers cette table ressemblait à une incursion en territoire hostile. L'air était chargé d'une énergie brute et vulgaire qui faisait se dresser les poils sur ses bras. « Satisfaction », railla Pierre-Antoine en se renversant dans le box avec lourdeur. Sa cravate était desserrée et une pellicule de sueur brillait sur son front rougeau. « Je serai satisfait quand vous nous apporterez une autre tournée de la meilleure bouteille. Et cette fois, n'apportez pas des verres, apportez-nous directement la bouteille sur table. » Chloé marqua une pause, ses mains restant parfaitement immobiles le long de son corps. C'était le moment qu'elle redoutait depuis le premier verre servi. Leurs yeux étaient incapables de faire le point. Leurs paroles étaient devenues des sons indistincts au-delà du simple état d'ébriété. Benoît luttait pour garder la tête haute, et Gédéon riait d'une blague qui n'avait aucun sens. Ils n'étaient plus en train de célébrer. Ils étaient dangereusement intoxiqués. Son esprit revit une fois de plus cette nuit pluvieuse. L'odeur de l'essence et du bitume mouillé. Le cri de sa mère qui déchirait le silence. Le verre brisé sur l'asphalte scintillant comme des étoiles malveillantes sous les gyrophares de la police. Les lois sur la responsabilité des serveurs étaient claires en France. Mais pour Chloé, ce n'était pas une question de législation ou de politique de restaurant. C'était une frontière personnelle sacrée, gravée dans son âme par le deuil et la perte irréparable. Elle prit une inspiration lente et délibérée, stabilisant ses nerfs. « Monsieur, je crains de ne pas pouvoir faire cela, » dit-elle. Sa voix étant calme, mais d'une fermeté absolue, un contraste saisissant avec leurs éclats bruyants. Le rire à la table s'éteignit instantanément, comme si l'on avait coupé le son. La tête de Pierre-Antoine se redressa brusquement, ses yeux se rétrécissant alors qu'il tentait de faire le point sur elle. « Qu'est-ce que vous venez de dire, petite ?»
demanda-t-il, sa voix étant basse et chargée de menaces. « J'ai dit que je ne pouvais plus vous servir d'alcool ce soir, » répéta Chloé, soutenant son regard directement sans ciller. Elle garda une posture ouverte et non menaçante, exactement comme sa formation le lui avait appris pour désamorcer les conflits. « Je crois que vous avez eu suffisamment à boire, et il serait irresponsable de ma part et de celle de cet établissement de vous servir davantage. » Un silence pesant s'abattit sur leur table, se propageant aux tables voisines. Même le bruit ambiant du restaurant semblait s'estomper dans un vide soudain. Benoît se redressa un peu, un sourire confus et méprisant sur le visage. Gédéon restait bouche bée, fixant Chloé comme s'il voyait un alien. Pierre-Antoine Valois laissa échapper un court rire incrédule, un son dénué de toute joie. « Irresponsable, ma jolie ? La seule chose irresponsable ici, c'est que vous essayez de me dire ce que je peux ou ne peux pas faire avec mon argent. Avez-vous la moindre idée de qui je suis et de ce que je pèse dans cette ville ? Vous êtes un client de ce restaurant, monsieur, » répondit Chloé calmement, bien que son cœur martèle ses côtes comme un oiseau en cage. Et en tant que serveuse, il est de ma responsabilité de veiller à la sécurité et au bien-être de tous nos convives. Vous y compris ? La sécurité de vos clients, ricana-t-il, sa voix montant en volume et attirant désormais l'attention de toute la salle. Je ne suis une menace pour personne. Nous sommes juste trois amis qui passent un bon moment. Maintenant, allez-vous nous apporter ces consommations ou dois-je appeler votre directeur pour lui expliquer comment vous traitez les clients VIP ? La menace planait dans l'air, lourde et toxique. Chloé savait exactement ce que cela signifiait. Monsieur Lefebvre plierait à la seconde même. Il s'excuserait abondamment auprès du client et la réprimanderait devant tout le monde. Son travail, la seule chose qui lui permettait de payer le loyer et les études de Théo, ne tenait plus qu'à un fil ténu. Chaque instinct de préservation lui hurlait de céder, d'apporter la bouteille et de détourner le regard. Ce serait plus facile, plus sûr pour son avenir immédiat. Mais elle revit le visage de son père souriant dans sa mémoire, et le choix n'en était plus un. C'était une obligation morale. « Je suis désolée, monsieur, » dit-elle, sa voix étant inébranlable malgré la peur. « Ma réponse est non. Je peux vous apporter du café ou une bouteille d'eau minérale gracieusement offerte par la maison. » Le visage de Pierre-Antoine se contracta de rage pure. Le mince vernis de civilité avait disparu, remplacé par un sentiment de supériorité brute et laid. Il frappa violemment la paume de sa main sur la table, faisant sauter et teinter les couverts d'argent. « Pour qui diable vous prenez-vous » hurla-t-il en se levant brusquement. Il était bien plus grand qu'elle et la surplombait d'une manière menaçante, envahissant son espace vital. Vous n'êtes qu'une serveuse. Votre seul travail est d'apporter aux gens ce qu'ils demandent et de vous taire. Maintenant, allez chercher cette foutue bouteille avant que je ne vous fasse renvoyer sur le champ. Sa voix résonna à travers toute la salle à manger, brisant le silence de plomb. Les conversations cessèrent. Chaque œil était maintenant fixé sur le drame qui se jouait à la table 12. Chloé resta sur ses positions, une silhouette solitaire dans son tablier blanc, affrontant le fils d'un titan de l'industrie. Elle était terrifiée, mais un sentiment étrange de calme s'installa en elle. Elle avait tracé sa ligne dans le sable. Elle ne serait pas la personne qui remettrait un conducteur ivre sur la route. Pas ce soir, pas jamais. Je ne le ferai pas, dit-elle, ses mots tombant dans le silence chargé avec la finalité d'un couperet de guillotine. De son box d'angle, Sterling Beaumont ferma lentement son roman de poche. Il le posa sur la table, ses doigts reposant sur la couverture. Il avait vu assez de jeux de pouvoir dans sa vie pour reconnaître une tragédie humaine en train de se dérouler. Mais ceci était différent. Ce n'était pas une bataille de conseil d'administration entre égaux. C'était un test de caractère, brut et non filtré.
et la jeune serveuse montrait plus de courage que la plupart des PDG avec lesquels il traitait quotidiennement. La scène était loin d'être terminée, et il était curieux de voir l'acte suivant. Le visage de Pierre-Antoine Valois devint d'un rouge sombre et marbré. Défié publiquement par une serveuse, il semblait gonflé d'indignation. L'humiliation était un poison pour lui, et il était déterminé à faire de Chloé sa victime. « Vous faites une erreur monumentale !» siffla-t-il, sa voix étant un murmure venimeux qui portait à travers la pièce silencieuse. « Une erreur que vous regretterez toute votre vie. » Avant que Chloé ne puisse répondre, Monsieur Lefebvre arriva en courant, le visage pâle de panique. Il avait vu l'agitation depuis sa station près des cuisines, et tout son comportement était celui d'un homme se précipitant pour désamorcer une bombe déjà en train de siffler. « Monsieur Valois, y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-il, sa voix suintant une inquiétude frénétique et obséquieuse. Il ignora complètement Chloé, ses yeux fixés sur le visage furieux de son riche client. « Un problème ?» Pierre-Antoine rit, un son grinçant et dur. « Oui, Lefebvre, il y a un problème. Votre serveuse a décidé qu'elle était une autorité morale et refuse de nous servir. Elle m'embarrasse devant mes associés et gâche une célébration très importante pour mon entreprise. » La tête de Monsieur Lefebvre pivota vers Chloé, ses yeux écarquillés par un mélange d'incrédulité et de fureur contenue. « Chloé, qu'est-ce que cela signifie ? Servez ces messieurs immédiatement. » C'était un ordre direct, sec et non négociable. Voilà le moment que Chloé savait inévitable. La trahison de son propre manager, l'homme dont le travail était de soutenir son équipe. Au lieu de cela, il la jetait au loup pour sauver sa propre position. « Monsieur Lefebvre » commença Chloé, gardant sa voix calme et respectueuse malgré le tremblement de ses mains. « Avec tout le respect que je vous dois, ces messieurs sont visiblement en état d'ivresse manifeste. Leur servir plus d'alcool serait une violation flagrante de la loi et de la politique de sécurité de notre restaurant. Ce serait irresponsable et dangereux pour eux et pour les autres. Je suis le seul juge de ce qui est sûr dans mon restaurant, » aboya Lefebvre, sa peur le rendant cruel. « Votre travail est de suivre mes instructions sans discuter, monsieur. Valois est l'un de nos clients les plus précieux. Allez-vous faire ce que je vous dis, ou non ? Le restaurant tout entier était un théâtre maintenant, et ils étaient les acteurs sur une scène trop éclairée. » Chloé sentit des dizaines de paires d'yeux peser sur elle, certains sympathiques, d'autres jugeants, d'autres simplement curieux de voir la suite. Elle était complètement, désespérément seule. Elle regarda le visage désespéré de Monsieur Lefebvre, puis le rictus triomphant de Pierre-Antoine Valois. Il savait qu'il avait gagné. Le directeur était de son côté. Le système était de son côté. Mais les principes de Chloé ne faisaient pas partie de ce système. Ils étaient à elle seule. « Non, monsieur, je ne peux pas, » dit-elle doucement, mais avec une clarté qui portait le poids de sa conviction. « Je ne le ferai pas. » Monsieur Lefebvre parut aussi choqué que si elle l'avait frappé physiquement. Sa mâchoire travailla silencieusement un moment avant qu'il ne retrouve sa voix. « C'est de l'insubordination, Chloé. Une faute grave. » Pierre-Antoine Valois saisit l'opportunité, voyant que sa victoire totale était à portée de main. Il voulait plus qu'un simple verre maintenant. Il voulait une punition exemplaire. Il voulait démolir l'esprit de celle qui avait osé lui tenir tête. Avec un mouvement calculé et presque théâtral, il ramassa son verre d'eau glacée plein jusqu'au bord. « Vous savez quoi ?» dit-il, sa voix dégoulinant d'une déception feinte. « J'ai soudainement perdu ma soif et mon appétit. » Il regarda Chloé droit dans les yeux, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « En fait, vous avez complètement gâché ma soirée. » Il fit alors semblant de trébucher, basculant vers l'avant avec une secousse exagérée. Le verre entier d'eau glacée
décrivit un arc dans l'air et s'éclaboussa directement sur le devant de l'uniforme blanc immaculé de Chloé. Le choc de l'eau froide fut un sursaut physique, une humiliation publique finale et glaciale. Des cris de surprise étouffés parcoururent les tables voisines. « Oh, que je suis maladroit !» dit Pierre-Antoine sans aucune tentative de sincérité. Il se tourna vers un monsieur Lefebvre apoplectique. « Regardez ça. Non seulement votre serveuse est insubordonnée, mais elle est aussi maladroite. Elle s'est mise sur mon chemin. Je veux qu'elle parte. Renvoyez-la. Renvoyez-la tout de suite ou j'appellerai personnellement mon père et nous nous assurerons que le groupe Beaumont Hospitalité entende parler du genre de service désastreux que vous dirigez ici au Compador. Nous ruinerons cet endroit et votre carrière avec. » La menace était une bombe atomique dans le petit monde clos du restaurant. Le visage de M. Lefebvre passa du pâle au livide. Le nom de Beaumont était prononcé ici avec une révérence presque religieuse. Qu'une plainte de cette ampleur, venant d'une famille comme les Valois, atteigne le siège social, était une sentence de mort professionnelle pour un directeur. Tous ses instincts de survie passèrent en sur-régime. Il n'y avait plus de choix possible dans son esprit. C'était le travail de Chloé, ou le sien. Il se tourna vers Chloé, ses yeux froids et dénués de toute trace de sympathie. Elle se tenait là, trempée et humiliée, les glaçons glissant sur sa chemise et frappant le sol poli dans un silence de mort. « Mademoiselle Bernard, dit-il, sa voix étant formelle et détachée. Vous êtes un risque pour cet établissement. Votre emploi ici est terminé, avec effet immédiat. Prenez vos affaires dans votre casier et quittez les lieux sur le champ. » Les mots la frappèrent d'un plus fort que l'eau glacée. Renvoyez. Juste comme ça. Le dragon des frais de scolarité de Théo redressa la tête, soufflant son feu sur sa nuque. Son loyer, ses factures, ses rêves de peinture. Tout partait en fumée parce qu'elle avait refusé de verser un verre de trop. Une petite partie d'elle voulait hurler, pleurer, protester contre l'injustice flagrante de la situation. Mais une plus grande partie, celle qui l'avait poussée à résister au départ, refusa de leur donner cette satisfaction ultime. Elle redressa les épaules, leva le menton et regarda directement Pierre-Antoine Valois, puis M. Lefebvre. Elle ne leur donna rien, aucune larme, aucune colère, aucune supplication. Juste un silence calme et digne qui était plus accablant que n'importe quel éclat de voix. « Je comprends, » dit-elle, sa voix étant à peine un murmure. Elle se tourna et s'éloigna de la table, ses vêtements mouillés collant à sa peau, le silence de mort du restaurant la suivant comme un linceul de plomb. Sa collègue, Nina, la rejoignit près de la station de service, les yeux remplis de larmes et de pitié. « Chloé, je suis tellement désolée, » murmura Nina en lui saisissant brièvement la main. C'était horrible. Ce n'est pas juste. Ce n'est rien, Nina, répondit Chloé en forçant un petit sourire triste. Fais juste attention à toi. En marchant vers le vestiaire des employés, elle ne regarda pas en arrière. Elle ne vit pas Pierre-Antoine Valois se rasseoir lourdement dans son box avec un rictus triomphant alors que M. Lefebvre lui offrait obséquieusement une bouteille de champagne aux frais de la maison. Et elle ne vit certainement pas l'homme du box d'angle, Sterling Beaumont. Poser un billet de 100 € sur sa table, de quoi couvrir son eau gazeuse 100 fois. Il se leva lentement de son siège. Son expression étant sombre, et sa mâchoire serrée comme du granit. L'observateur silencieux en avait vu assez. Le temps de l'observation était terminé. Celui de l'action venait de commencer. Sterling Beaumont se déplaça à travers le restaurant avec un air d'invisibilité tranquille qu'il avait cultivé pendant des années. L'anonymat était son outil le plus précieux, le prisme le plus pur pour observer la véritable nature des gens, lorsqu'ils ignoraient que l'architecte de leur monde les regardait.
En marchant vers la sortie, il passa devant la table 12. Pierre-Antoine Valois tenait salon, racontant à ses amis une version embellie et triomphante des événements. Monsieur Lefebvre tournait autour d'eux, riant un peu trop fort des remarques de Pierre-Antoine, son soulagement étant presque palpable. Le regard de Sterling balaya le groupe, ses yeux étant aussi froids et évaluateurs qu'un ciel d'hiver sur les Alpes. Il ne voyait pas un client précieux, mais un enfant gâté caché dans un costume d'homme. Il ne voyait pas un directeur diligent, mais un lâche qui avait sacrifié la dignité d'une employée pour sa propre sécurité médiocre. Il ne dit pas un mot. Il franchit simplement les lourdes portes en chêne pour sortir dans la fraîche nuit lyonnaise. Il sortit son téléphone et composa un numéro de mémoire. On répondit à la première sonnerie. « Mademoiselle de Villepin ?» dit-il. Sa voix étant calme, mais portée par un courant d'acier. « Monsieur Beaumont, tout va bien ?» La voix à l'autre bout était précise et dévouée. Béatrice de Villepin était son assistante exécutive depuis 2 décennies, son bras droit et l'exécutrice de sa volonté. Il y a eu un incident ce soir au Compas d'Or, commença Sterling en marchant vers sa voiture. J'ai besoin que vous régliez quelques points pour moi dès demain matin. Il entreprit de raconter l'intégralité de la soirée, sa mémoire des détails étant photographique. Il décrivit le refus courageux de Chloé, l'agression croissante de Valois, l'acte délibéré de jeter l'eau et la capitulation honteuse de Lefebvre. Il parlait sans émotion apparente, mais Béatrice pouvait entendre la furie froide qui bouillait sous la surface. Elle n'avait entendu ce ton que quelques fois en 20 ans, et cela précédait toujours un séisme au sein de l'entreprise. « Je vois, monsieur, » dit-elle quand il eut terminé. « Quelles sont vos instructions ? Premièrement, les Valois. Pierre-Antoine, ses associés et par extension toute leur famille proche. Ils doivent être placés sur la liste des persona non grata avec effet immédiat. Ils sont bannis de façon permanente de toutes les propriétés Beaumont dans le monde. Hôtels, restaurants, centres de villégiature, tout. Je veux que leurs réservations en cours soient annulées sans discussion. Je veux que leur compte de fidélité soit remis à zéro et leur profil supprimé. S'ils tentent de réserver quoi que ce soit chez nous, on doit leur opposer un refus ferme. Est-ce clair ? Parfaitement clair, monsieur. Béatrice tapait déjà sur son clavier. Deuxièmement, le directeur, Lefebvre. Je veux une revue complète de son dossier sur mon bureau à 8 heures demain. Je soupçonne que ce n'est pas son premier acte de lâcheté. Il doit être suspendu en attendant l'enquête, mais vous et moi connaissons déjà l'issue. Préparez son dossier de licenciement pour faute grave. Je veux qu'il soit hors de mon entreprise avant midi demain. Il ne doit avoir aucun contact avec le personnel, bien entendu, monsieur. Et enfin, Sterling marqua une pause, sa voix s'adoucissant légèrement. La serveuse, mademoiselle Chloé Bernard. Elle a été injustement licenciée. Je veux que vous découvriez tout ce que vous pouvez sur elle, sans être intrusif. Mais je veux comprendre qui j'ai observé ce soir. Vérifiez son dossier, son historique, ses contacts d'urgence. Elle a mentionné un frère, Théo. Voyez ce que vous pouvez trouver sur lui discrètement. Certainement, monsieur. Et que dois-je faire concernant mademoiselle Bernard elle-même ? Sterling regarda les gratte-ciel de la ville, leur lumière scintillant contre le ciel noir. Il pensa à cette jeune femme debout, trempée et humiliée, mais debout. Dans un monde rempli de béni-oui-oui, une telle intégrité était une denrée plus rare que l'or. C'était le socle sur lequel il avait bâti son empire. Je ne récompense pas la médiocrité et je ne tolère pas l'échec moral. Mais quand je suis témoin d'un caractère exceptionnel, j'investis dedans. Je veux que vous l'appeliez demain matin. Ne lui dites pas pour qui vous travaillez initialement.
Dites simplement que vous appelez du siège concernant l'incident au Compas-d'Or et que vous souhaitez la rencontrer. Envoyez une voiture la chercher. Amenez-la à la Tour Beaumont. Réservez la grande salle du 95e étage pour 11 heures. Et Béatrice, assurez-vous d'être là pour l'accueillir personnellement. Cette jeune femme a traversé une épreuve. Je veux qu'elle soit traitée avec le plus grand respect. Ce sera fait, monsieur. Mènerez-vous l'entretien vous-même? Oui, dit Sterling avec un léger sourire. Je crois qu'il est temps que je discute avec la personne la plus courageuse de toute mon organisation. Il raccrocha et resta un moment sur le trottoir. Les rouages de l'Empire Beaumont tournaient maintenant, tous concentrés sur une seule serveuse, qui n'avait aucune idée que sa vie allait changer à jamais. Chloé rentra chez elle dans un état de stupeur, le froid humide de son uniforme s'infiltrant dans sa peau comme une métaphore de l'effroi qui lui serrait les entrailles. Les lumières de Lyon se brouillaient derrière les larmes qu'elle refusait de verser. Chaque pas sur le pavé résonnait des paroles de Monsieur Lefebvre. « Votre emploi est terminé. » Son appartement était minuscule, le salon servant aussi d'atelier d'art improvisé. Des toiles à divers stades d'achèvement étaient appuyées contre les murs, leur couleur vibrante étant un contraste moqueur avec le désespoir gris qui l'habitait. Elle s'effondra sur son vieux canapé, l'énergie l'abandonnant totalement. Elle sortit son téléphone et regarda son solde bancaire. C'était un chiffre dérisoire. Après avoir envoyé de l'argent à Théo pour ses livres et payé son loyer, elle n'avait presque plus rien pour tenir 2 semaines. Le dragon n'était plus à la porte. Il était dans son salon, et elle venait de briser sa seule épée. Le sommeil ne lui offrit aucune évasion. Ses rêves étaient un tourbillon chaotique de visages hurlants, de verres brisés et de l'image terrifiante de Théo obligé d'abandonner ses études. Elle se réveilla dans ses draps emmêlés, le cœur battant, la lumière du matin filtrant à travers les stores avec une dureté accusatrice. La journée s'étirait devant elle, comme un paysage aride d'incertitude. Elle passa la matinée à faire défiler les offres d'emploi en ligne. Serveuse demandée, expérience exigée. Chaque annonce ressemblait à un retour dans la même cage dorée dont elle venait d'être expulsée. Ses aspirations artistiques semblaient soudain être une fantaisie puérile. Juste après 10 heures, son téléphone sonna, affichant un numéro inconnu. Elle hésita, pensant à un téléprospecteur, mais une lueur d'espoir désespéré la fit répondre. « Bonjour, est-ce bien mademoiselle Chloé Bernard ?» La voix était féminine, professionnelle et d'une politesse impeccable. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Béatrice de Villepin. Je vous appelle du bureau de la direction générale concernant l'incident survenu hier soir au Compas-d'Or. Nous avons examiné les premiers rapports et nous souhaiterions nous entretenir avec vous en personne pour obtenir votre version complète des faits. » L'estomac de Chloé se noua. Le bureau de la direction? L'appelait-il pour s'assurer qu'elle ne porterait pas plainte? Pour lui faire signer un accord de confidentialité en échange d'une maigre indemnité? Votre licenciement a été signalé pour examen à un niveau supérieur, continua mademoiselle de Villepin sans rien laisser paraître de ses intentions. Nous aimerions organiser une réunion dans nos bureaux à 11 heures. Une voiture passera vous chercher à votre domicile dans 30 minutes. Une voiture? Cela devenait de plus en plus étrange. Je peux prendre le métro, bafouilla Chloé. S'il vous plaît, permettez-nous. Le chauffeur sera là, dit Béatrice, comme une affirmation indiscutable avant de raccrocher. La panique luttait avec la curiosité en Chloé. La Tour Beaumont était le siège social du conglomérat massif qui possédait son ancien restaurant. Pourquoi voudrait-il voir une serveuse licenciée en personne? Elle se changea rapidement, mettant la seule tenue professionnelle qu'elle possédait. Un chemisier noir simple et un pantalon ajusté. Exactement 30 minutes plus tard, une berline noire luxueuse s'arrêta devant son immeuble modeste.
Le chauffeur lui ouvrit la porte avec déférence. Le trajet vers le quartier d'affaires fut un voyage surréaliste. Elle se sentait totalement hors de son élément. La tour Beaumont était une flèche de verre et d'acier qui semblait percer les nuages. Le hall était un canyon de marbre et de chrome, où s'agitaient des gens importants. À la réception, elle donna nerveusement son nom. Le sourire de l'hôtesse s'illumina immédiatement. « Mademoiselle Bernard, bien sûr. Mademoiselle de Villepin vous attend. On va vous escorter. » Un instant plus tard, un jeune homme bien habillé l'emmena vers un ascenseur privé. Les numéros défilèrent à une vitesse folle jusqu'au 95e étage. Les portes s'ouvrirent sur une réception minimaliste offrant une vue imprenable sur tout Lyon. Une femme aux cheveux argentés se leva de derrière un immense bureau. « Mademoiselle Bernard, je suis Béatrice de Villepin. Merci d'être venue si vite. » Sa poignée de main était ferme. « Veuillez me suivre, il est prêt pour vous. » La confusion de Chloé s'intensifia. Qui était-il? Elle pensait rencontrer un directeur des ressources humaines anonyme. Béatrice ouvrit une paire de lourdes portes en chêne, révélant une salle de conseil vaste, dominée par une table massive en bois sombre. À l'autre bout, assis seul devant la vue panoramique, se trouvait un homme. C'était le vieil homme tranquille du box d'angle, celui qu'elle avait pris pour un professeur. Il se tourna et ses yeux rencontrèrent les siens. Ils étaient les mêmes yeux observateurs qu'hier soir, mais ils portaient maintenant une autorité naturelle et un pouvoir imposant. « Mademoiselle Bernard » dit-il d'une voix calme. « Merci d'être venue. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis Sterling Beaumont. » Le nom frappa Chloé avec la force d'un impact physique. Sterling Beaumont, le milliardaire reclus, le fondateur et propriétaire de tout cet empire. L'homme dont le nom était murmuré avec une révérence divine par des gens comme Monsieur Lefebvre. Elle lui avait servi une eau gazeuse la veille, et il avait tout vu. Chloé sentit le sang quitter son visage. Elle resta figée dans l'encadrement de la porte, le nom de Beaumont résonnant dans son esprit comme un écho infini. C'était un rêve, une collision surréaliste entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se toucher. L'homme humble du coin de la salle était l'empereur fantôme du groupe Beaumont. Sterling Beaumont désigna le fauteuil en cuir en face de lui. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Mademoiselle de Villepin peut vous apporter un café ou de l'eau. »« De l'eau, ce serait parfait, » réussit à murmurer Chloé. Elle s'avança sur des jambes chancelantes et s'assit, se sentant minuscule dans cet espace immense. Béatrice versa l'eau et se retira, fermant les portes et les laissant seuls à 300 mètres au-dessus de la ville. Pendant un long moment, Sterling ne dit rien, il l'étudiait simplement. L'esprit de Chloé tournait à toute vitesse. Pourquoi était-il là? Allait-il la réprimander personnellement pour avoir causé un scandale? La famille Valois était-elle si puissante que le PDG lui-même devait gérer le litige? Enfin, il parla. « J'étais au Compador hier soir, mademoiselle Bernard. J'ai vu ce qui s'est passé de A à Z. Je veux vous dire que ce dont j'ai été témoin est l'une des démonstrations les plus remarquables d'intégrité personnelle et professionnelle qu'il m'ait été donné de voir en 50 ans de carrière. » Ces mots étaient si contraires à ce qu'elle attendait qu'elle ne put que le fixer en silence. « Dans cette entreprise, » continua Sterling en joignant ses mains sur la table, « nous avons des milliers de pages de manuels de procédure et de codes de conduite. Nous dépensons des millions en séminaires sur l'éthique et la responsabilité. Mais tout cela n'est que de l'encre sur du papier, tant qu'un individu ne décide pas de mettre ses principes en pratique. Surtout quand c'est difficile. Surtout quand cela a un coût personnel immédiat. » Il se pencha légèrement en avant. « Vous avez été placé dans une position impossible. Vous avez été menacé
et humilié par un client, puis abandonné par votre supérieur hiérarchique. Une personne moins intègre aurait cédé. Cela aurait été le choix de la facilité. Vous avez choisi la voie difficile car c'était la seule voie juste. Pourquoi? La question était simple, mais la réponse puisait dans une décennie de douleur. Chloé trouva sa voix, d'abord tremblante, puis de plus en plus assurée. « Mon père, commença-t-elle. Il a été tué par un conducteur ivre, il y a 10 ans. L'homme sortait d'un restaurant où on l'avait trop servi pour célébrer un contrat, exactement comme hier. Il a pris sa voiture et il a détruit ma famille. Je ne voulais pas être la personne qui laisse cela arriver à quelqu'un d'autre. Peu importe la politique de l'entreprise ou mon travail. Certaines choses sont plus importantes qu'un salaire. » Un regard de profonde compréhension traversa le visage de Sterling. Il hocha la tête lentement. « Je vois. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Votre père serait très fier de la femme que vous êtes devenue. » Ces mots, si sincères, brisèrent la muraille que Chloé avait érigée autour de ses émotions. Des larmes perlèrent dans ses yeux et elle les essuya rapidement. « Maintenant, discutons des conséquences de cette soirée, » dit Sterling d'un ton plus pragmatique. « Premièrement, M. Valois et ses associés sont bannis à vie de tous nos établissements. Leur sentiment d'impunité n'a pas sa place chez nous. Deuxièmement, M. Lefebvre a été licencié ce matin. Ses actions ont été une faillite totale de leadership. » Chloé était stupéfaite. En une seule matinée, les deux hommes responsables de son humiliation avaient fait face à un jugement sans appel. « Et troisièmement, » dit Sterling avec une lueur d'amusement dans les yeux, « il y a la question de votre licenciement, qui était bien sûr injuste. Il a été annulé et supprimé de votre dossier. Votre poste au Compas d'Or vous attend si vous le souhaitez. Vos arriérés de salaire et une compensation pour le préjudice subi sont déjà en cours de virement. » Un soulagement immense envahit Chloé. « Merci, Monsieur Beaumont. Cela signifie tellement pour moi, vous n'imaginez pas. Cependant, continua-t-il, et le cœur de Chloé rata un battement. Je ne pense pas que vous devriez rester serveuse. » Le soulagement s'évapora, remplacé par la confusion. « Ne vous méprenez pas, » précisa-t-il. « Vous êtes une excellente employée, mais ce que j'ai vu hier n'était pas juste une serveuse suivant les règles. J'ai vu un leader, quelqu'un capable de rester ferme sous une pression immense et de prendre une décision éthique quand tout le monde s'écroule. C'est une qualité que je ne peux pas enseigner. C'est rare et je ne veux pas la gaspiller à porter des plateaux. Je vous propose d'intégrer notre programme de formation des futurs directeurs. C'est un cursus de 2 ans qui vous fera passer par tous les aspects de notre métier. À la fin, vous seriez qualifié pour diriger l'un de nos fleurons. Nous avons besoin de gens comme vous, Chloé. Des gens dont la boussole morale ne vacille jamais. » Chloé avait du mal à assimiler l'offre. Une carrière de direction, un vrai salaire, des avantages, un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. C'était une bouée de sauvetage incroyable. Mais Sterling Beaumont n'avait pas fini. « Mademoiselle de Villepin est très minutieuse, » dit-il avec un sourire. « En examinant votre dossier, elle a noté que votre ambition était de devenir artiste peintre. Elle a aussi découvert que vous suivez des cours d'art en parallèle et que Théo est à l'école centrale. » Il fit glisser une brochure brillante sur la table. La Fondation Beaumont pour les arts. « Ma plus grande passion en dehors des affaires est l'art. Ma défunte épouse était peintre et cette fondation est son héritage. Nous offrons des bourses aux jeunes talents. J'ai pris la liberté de regarder votre portfolio en ligne ce matin. Vos croquis ont une vitalité remarquable, une âme réelle. » Chloé le fixa, le cœur battant à tout rompre. Il avait vu ses peintures. « L'offre de direction est sincère, » dit Sterling. « Mais j'en ai une autre pour vous.
La Fondation souhaiterait vous offrir une bourse complète pour l'école d'art de votre choix. Les Beaux-Arts de Paris, Lyon ou même à l'étranger. Frais de scolarité, logement, matériel, tout est pris en charge. Nous voulons que vous ayez la chance que vous méritez de poursuivre votre rêve sans vous soucier du loyer ou des études de votre frère. Nous nous occuperons de Théo aussi. Il sera ça, le regard bienveillant. Et une dernière chose, nous ouvrons un nouvel hôtel à New York l'année prochaine. J'aimerais vous commander officiellement une œuvre monumentale pour le hall d'entrée. Un symbole de renouveau. Chloé regarda les deux brochures. L'une était la voie de la sécurité et de la réussite sociale. L'autre était le chemin vers la vie dont elle avait toujours rêvé en secret, sans jamais y croire. Les larmes qu'elle retenait finirent par couler, mais c'étaient des larmes de gratitude infinie. Sterling Beaumont ne lui avait pas seulement donné un choix, il lui avait rendu son avenir. Le silence dans la salle de conseil était habité par le battement de cœur de Chloé. Elle regarda les deux futurs possibles étalés devant elle. Pendant des années, sa vie n'avait été qu'une suite de compromis et de sacrifices par nécessité. L'art était un luxe, une heure volée ici et là. Sa responsabilité première était la survie. L'offre de direction était la solution pratique ultime, la clé dorée. Mais en regardant Sterling, elle comprit que ce n'était pas le moment de choisir la sécurité. C'était le moment de saisir une opportunité merveilleuse. Elle n'était pas une gestionnaire au fond d'elle, elle était une artiste. Elle prit une inspiration tremblante et rencontra son regard. « Monsieur Beaumont, commença-t-elle, je n'ai pas les mots pour vous remercier. C'est plus que je n'aurais pu imaginer. » Elle repoussa doucement la brochure de direction. « Je serais honoré d'accepter la bourse de la Fondation. C'est mon rêve le plus cher. » Un large sourire sincère éclaira le visage de Sterling. « J'espérais que vous diriez cela. Le monde a assez de directeurs, Chloé. Il n'a jamais assez d'artistes. » Il se leva et vint lui serrer la main. « Bienvenue dans la famille Beaumont. Béatrice réglera tous les détails administratifs, y compris pour votre frère. Allez vous reposer et ensuite, allez créer quelque chose de beau. » Le trajet de retour fut encore plus irréel. La ville ne lui semblait plus intimidante. Elle ressemblait à une toile immense et pleine de promesses. Quand elle entra dans son studio, les toiles n'étaient plus les symboles d'une vie mise en attente. Elles étaient le premier chapitre d'une histoire qu'elle allait enfin écrire elle-même. Elle appela immédiatement Théo, en entendant la joie pure dans sa voix. Elle sut qu'elle avait pris la bonne décision. Le dragon était vaincu pour de bon. Ce soir-là, Chloé ne remplit pas de demande d'emploi. Elle installa une toile vierge sur son chevalet, mélangea des bleus vibrants, des jaunes d'espoir et des noirs résolus. Elle pensa au moment du refus, à la peur et à la fierté. Elle pensa à l'eau froide et à la dignité silencieuse d'un homme qui avait su voir sa valeur. Son pinceau toucha la toile. Elle ne savait pas encore quelle serait l'œuvre finale pour New York, mais elle savait ce qu'elle représenterait. Ce serait le témoignage que l'intégrité est une lumière que rien ne peut éteindre, que le courage est souvent plus fort quand il est silencieux et que parfois, un seul acte de bravoure peut changer non seulement une nuit, mais toute une vie. La tempête était passée, la reconnaissance était là, et pour Chloé Bernard, c'était un nouveau départ véritablement magnifique. L'histoire de Chloé est un rappel puissant que notre caractère ne se définit pas sur les grandes scènes du monde, mais par les petits choix difficiles que nous faisons quand personne ne semble regarder. Elle a défendu ce qui était juste, s'attendant à tout perdre, et a finalement gagné un avenir dépassant ses rêves les plus fous. Son refus n'était pas seulement une question de règlement. C'était un acte de résistance contre l'arrogance du pouvoir et un hommage à une promesse faite à elle-même il y a longtemps.
Cela prouve que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en décence, et que l'intégrité est une monnaie que les meilleures personnes sauront toujours estimer à sa juste valeur. Qu'auriez-vous fait à sa place? Avez-vous déjà dû faire un choix éthique difficile au travail? Partagez vos expériences. Si la bravoure de Chloé vous a inspiré, n'hésitez pas à partager ce récit avec ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas que l'intégrité finit toujours par porter ses fruits, même quand le chemin semble sombre. Chaque geste de dignité contribue à rendre le monde un peu plus juste pour tous.